Bonjour, donc je suis Bernard Métro, je suis artiste dramatique, très dramatique parfois, et je voulais vous dire que ça fait du bien de voir des gens, et de ne pas les voir à travers des écrans, et voilà, de se rencontrer. C'est une chose dont on a l'habitude, les uns et les autres, de rencontrer des gens. On a été sevrés de ce rapport essentiel. Et on va vite le retrouver, je pense, très très vite. Et puis, moi, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est bravo. J'ai une immense admiration pour ce que vous faites. Ce que vous faites est essentiel à mon sens. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens des Restos du Cœur, pour les petits frères des pauvres, le Secours catholique, qui apportent à manger, de quoi se vêtir, de quoi se loger, de trouver un emploi. C'est formidable, c'est nécessaire, c'est indispensable malheureusement. Mais ce que vous faites, et bien qu'on a essayé de nous convaincre que ce que nous faisions n'était pas essentiel, ce que vous faites pour moi est indispensable. Vous êtes des sommeurs de mots. Et un de mes maîtres, le comédien Philippe Avron, disait: le comédien, c'est un passeur d'humanité. Et je pense que cette vision-là, alors, parlait de l'acteur. Et ce que vous faites, c'est la même chose. C'est semer ces petits cailloux, ou ces graines, qui germeront un jour. C'est montrer qu'on est soi-même tourné vers l'autre, qui est une notion essentielle dans la société, malheureusement parfois un peu en voie de disparition. Et donc, je voulais vraiment vous témoigner de toute mon admiration. Alors, ceci est une masterclass. Alors, j'aime pas trop ni master ni classe. Moi, ce que j'aimerais dans l'idéal, c'est, ma foi, que ce soit une rencontre, qu'on puisse échanger. Alors, évidemment, je suis aussi tout à fait prêt à vous communiquer ce que je peux savoir faire, parce que la lecture est un des volets de mon métier d'acteur. Il y a le théâtre, il y a le cinéma, il y a les enregistrements, le doublage, la publicité, c'est très divers. Mais la lecture publique, et avec le théâtre, je pense que je préfère dans mon métier. Donc, oui, je vais vous parler de ça, de ce que je peux savoir faire, mais surtout, moi, ce que j'aimerais, c'est vous entendre. Vous entendre pour qu'on puisse échanger, parce qu'on fait la même chose, vous et moi. Et donc, parlons, lisons, écoutons. Je ne suis pas là pour juger, et personne n'est là pour juger. On est là pour s'écouter et puis s'apporter mutuellement des choses qui vont nous faire avancer. Moi, ce type de rencontre me fait avancer aussi. Ces échanges me nourrissent. Donc, on est là pour ça. Et puis, on va s'écouter attentivement, avec bienveillance. Et puis, nous parlerons de ce qu'on a ressenti, des moyens il y a la technique, il y a des petites astuces pour se faciliter le travail, repérer les pièges d'un texte. Il y a toujours des pièges, même un texte qui paraît complètement lisible, très clair, d'une écriture très simple, peut déceler des pièges. Alors ça, il y a un moyen, il y a plein de moyens de les repérer, qui changent d'un comédien à l'autre, d'un lecteur à l'autre. Chacun a sa petite tambouille, sa petite cuisine, ses petits trucs. C'est pour ça qu'on peut les partager ensemble aussi. Dire, bah oui, mais moi quand je
Je sais que je vais lire en public un texte, voilà comment je procède. Je le lis une fois, deux fois, puis après je le lis à voix haute, ou je le ponctue, ou je repère, si j'ai un doute, je me dis, oui, je peux le dire comme ça, mais je peux le dire comme ça aussi. Et donc c'est de ça que j'aimerais qu'on parle. Et puis, j'ai trouvé une phrase de Hugo, il y a 2 ou 3 jours, complètement par hasard, c'est quand même drôle, qui dit lire haut, c'est s'assurer de sa propre lecture. Et ça, je trouve que c'est lumineux. C'est pas la première chose que Hugo écrit de lumineux, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire qu'on passe de cette lecture silencieuse intérieure à ce que Flaubert appelait le gueuloir, et l'oralité amène quelque chose et nous contraint à certaines choses. La première question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a des textes qui sont, sans être ésotériques, qui peuvent avoir plusieurs directions, plusieurs explications. Alors une fois qu'on a fouillé ça, qu'est-ce que ça veut dire? Après, on peut se demander comment je vais le faire passer. Parce que nous, le travail de préparation consiste à ingurgiter les informations, mais il faut toujours se dire que, dans la plupart des cas, on a toujours affaire à un public qui ne connaît pas le texte. Bon, si je commence par au rage, au désespoir, au vieil, bon, ça va sonner quelques cloches, comme on dit en anglais. Mais il faut partir du principe qu'on ne connaît pas, que l'auditeur ne connaît pas le texte. Et le rôle, ça va être de le lui donner, les clés de ce que l'auteur a voulu dire. Et c'est là où je retrouve ce que disait Philippe Avron. C'est un travail de passage. C'est comme au sport, quand on transmet la balle. Bon, je ne vais pas parler 3 heures. Je vais vous laisser lire. Je sais qu'il y a certains et certaines, on va le mettre dans l'autre sens pour être politiquement correct, pardon, que certaines et certains ont préparé des textes. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut, comme on dit dans notre métier, lever le torchon, c'est-à-dire débuter, surtout, une fois de plus, moi je tiens énormément à la bienveillance et à l'échange. Donc, je n'interromprai pas, sauf ce texte qui fait 4h30, je crois, mais sinon, non, ce qui est bien, c'est de voir comment, justement, avec des textes qui peuvent avoir une certaine longueur, comment on se dépatouille de ça. Parce que sur un texte long, alors, bon, là, ils ne vont pas dépasser un certain temps, mais par exemple, là, ce que je lirai ce soir fait en gros 1 heure. Peut-être un petit peu moins, mais j'ai le plaisir de travailler avec une danseuse qui va aussi ponctuer la lecture de moments dansés. Mais sur un texte qu'on dit d'un trait d'1 heure, il y a des coups de mou. C'est une course de fond. C'est vraiment une course de fond. Et donc il y a des moments où là, tout d'un coup, on a une sorte de petite fatigue. Alors comment est-ce qu'on peut compenser ça? Et tout, puis il y a un autre truc aussi, c'est l'écoute des autres, et on les reçoit, ces ondes-là. On sent un public qui commence à remuer un petit peu, qui s'agite, qui s'impatiente. Alors comment est-ce qu'on peut les rattraper? Parce que quand on sent qu'on les perd, il y a un moment donné où il y a des trucs de vieux ringards où on peut essayer de les ramener. Des fois, c'est cause perdue, c'est perdu pour toujours. Mais enfin, bon, il y a des petites combines dont on pourra parler. Et puis, une fois qu'on aura parlé de tous ces textes, s'il y a des gens qui veulent en dire d'autres,
j'ai par exemple préparé, pas préparé, j'ai retrouvé certains des exercices de style de Raymond Queneau. Alors, il y a évidemment le point de départ qui est tout à fait, bon, on expose une situation, puis après on la modifie. Et alors on peut la modifier dans l'écriture, dans le ton, dans le style et tout ça. Et donc on peut s'amuser aussi avec ça, ou tout simplement on peut continuer de bavarder, puis d'échanger. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Qui est-ce qui se sent ou qui voudrait commencer? Oui? D'accord. Vous pouvez le faire où vous voulez, d'où vous êtes, d'ici. Je peux amener, je peux descendre le fauteuil ici pour que vous soyez confortable. Il n'y a aucun problème. C'est entre 7 et 8 minutes, je l'ai mesuré. Voilà. Alors, c'est l'histoire, je suis tombé amoureux de ce livre, parce que je lis donc aux enfants à l'école. Et le texte est simple mais très beau, et les illustrations sont merveilleuses. Je vous en avais parlé l'année dernière à la Maison des Sports, si vous vous souvenez. Donc, quand on a proposé d'être volontaire, s'il y avait des volontaires, j'ai tout de suite pensé à ce livre. Voilà. Donc, je vais essayer de vous faire partager ce petit moment. Si ma voix ne lâche pas entre-temps, parce que je ne suis pas à fond. C'était une vieille qui ne chantait plus. Sa roue ne tournait plus. Ses cordes ne vibraient plus. On ne l'entendait plus. Personne n'en jouait plus. Personne ne l'aimait plus depuis longtemps. Seul, un petit luthier n'avait cessé de l'aimer, car il l'avait fabriqué avec patience dans le silence de son atelier. Il avait façonné son corps comme une coque de bateau, taillé et limé encore ses chevalets, ses sautereaux, ses chevilles et son clavier, pareil aux marches d'un escalier conduisant à la voie lactée. Cette vieille avait fait danser les mariés et tout leur cortège, de beaux messieurs, de demoiselles, de vieux, de boiteuses et d'enfants, sur des cadences, des arpèges, longtemps. Et puis, les gens s'étaient lassés de sa voix sèche, un peu fêlée, un peu grinçante, un peu usée, hésitante, à demi fanée. Alors, la vieille s'était tue et personne n'en jouait plus. Le soir, on fermait les volets et l'on ne savait plus très bien qui gémissait dans le jardin. Le vent, un mendiant ou un chien. Le luthier caressait parfois du haut des yeux, du bout des doigts, les courbes douces de son bois, et en disant que plus jamais il ne l'entendrait. Et dans l'atelier silencieux, il enferma son cœur frileux derrière un long rideau de pluie. Sur l'établi, avec ses outils, il sculptait, polissait sans bruit, comme s'il faisait toujours nuit. Un soir, alors qu'il éteignait le feu, quelqu'un frappa à son volet. C'était une ombre fatiguée qui cherchait à se reposer après avoir beaucoup marché. Une dame aux paupières bleues, un fantôme aux cheveux soyeux. Le luthier lui tendit la main, car il n'avait rien d'autre à lui donner. La dame s'assit sur le lit et le pria de lui poser, de le jouer sur sa vielle une mélodie. Alors, il prit son instrument, il tourna la roue doucement. Ses doigts parcoururent les touches comme lutin sur l'escalier. Un sourire effleura la bouche de la dame aux paupières bleues. Et la vieille se mit à chanter d'une voix sèche, un peu fêlée, un peu grinçante, un peu usée.
hésitante, à demi fanée. Quand elle eut enfin terminé, une autre voix de son ventre doux s'éleva le long de la roue. Sur un rayon de lune glacée qui pénétrait dans l'atelier, se mit à tourbillonner des histoires à demi oubliées, dont peu de gens se souvenaient. Des mots plus ou moins disparus que l'on n'entendait plus, car on ne les prononçait plus, on ne les aimait plus depuis longtemps. Seul, le petit luthier n'avait cessé de les aimer, car il savait les conserver comme avec patience, dans le silence de son atelier, sous les couvercles des boîtiers aux fleurs de nacre incrustées et sous ces toques de bois sculptés. C'était l'histoire d'un jardin où les ébats d'un petit chien sonnaient l'heure du rendez-vous pour un chevalier sa belle. L'histoire d'un géant perdu à force d'avoir trop couru. L'épopée d'une tourterelle et celle d'un sanglier fou que la vielle sortait de sa roue. Elle déroula ses histoires jusqu'au tréfonds de la nuit noire. Quand elle eut enfin terminé, la dame s'était envolée, laissant le vent dans l'atelier balayer les copeaux givrés. Tenant sa vielle à bout de bras, le luthier s'en fut au dehors. Dans la rue, les gens affairés s'en venaient nombreux au marché. Sur la place, les chiens sautaient et les enfants cabriolaient. Dans les corbeilles, les raisins étaient pesés à pleine main. Les pains, les poireaux et les poules se mélangeaient comme une houle de croûtes dorées et de crêtes de tiges, de plumes coquettes. Une cloche carillonna. Un vent coquin, soudain, tourna la roue de la vielle à la voix un peu grinçante, un peu usée, hésitante, un peu enrouée. Alors, les gens se retournèrent, passants et curieux s'assemblèrent, nouveaux mariés et vieux boiteux, demoiselles et beaux messieurs se mirent à tourbillonner en farandole, en cortège, sur des cadences, des arpèges, longtemps. On dit qu'ils dansèrent 100 ans dans le village et dans les champs. Personne ne referma plus ses volets aux passants qui passent. Quant à la dame Silas, venue et sitôt disparue, plus personne ne sait trop bien sur quel sentier, sur quel chemin elle s'est fondue au nuage. Ce que l'on sait dans ce village, c'est que la vielle chanta souvent de sa voix rauque, un peu fêlée, un peu grinçante, un peu usée, hésitante, à demi fanée, dans l'atelier longtemps. Merci. Merci beaucoup. C'est un joli texte, c'est très poétique. Là, on est quasiment dans le domaine du conte, du merveilleux. Ouais, déjà, il y a un truc qui m'a frappé. Un des premiers mots qu'on entend, c'est vielle. Et vous le connaissez bien. Oui. Nous, on ne le connaît pas. Et moi, j'ai compris vieille, une vieille. Donc, quand on est sur des mots-clés comme ça et très importants, il faut poser. Il faut poser à la fois le décor, l'atmosphère, l'installer. Mais là, je crois que c'est le 3 ou 4e mot du texte. Je ne sais plus C'était une vielle. C'était une vielle. Et là, on sait que c'est pas une vieille. Voilà. Le fantastique, c'est assez casse-gueule. C'est assez casse-gueule parce que je pense que bon, c'est un texte qui est destiné aux plus jeunes. Et quand on veut se mettre dans la peau du conteur de contes, de textes extraordinaires,
on a un peu tendance à vouloir accentuer le magique, le magnifique et tout ça. C'est une bonne piste. C'est une bonne piste, mais c'est une piste qui prend son sens si on laisse le temps à l'auditeur de s'imprégner non seulement des mots que l'on dit, mais aussi de l'atmosphère et des sensations que ces mots amènent. Ça, c'est l'écueil du texte qu'on connaît trop bien et qu'on a tendance parfois à considérer comme acquis chez l'auditeur, ce qui n'est pas le cas. Donc, l'auditeur, à un moment donné, il faut lui laisser le temps. Et il y a véritablement une notion essentielle dans la lecture à haute voix, c'est le rythme. Le rythme qui se fait par une accélération parfois, et d'autres fois des coups de patin pour pouvoir justement installer une atmosphère. Chose aussi essentielle, c'est les silences. Tout d'un coup, la situation est dramatique. Alors, il ne s'agit pas, comme on dit à la Comédie Française, de laisser pousser l'herbe. Hein. C'est une question de sensation. La lecture à voix haute, c'est une partition de musique. À tel point qu'on peut la noter comme une partition, d'ailleurs. Moi, j'ai une petite combine. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai lu une fois le texte, que j'ai vu de quoi ça parlait, l'histoire, que j'ai repéré un ou deux pièges, etc., etc., après, je le relis et je le ponctue. Alors, comment je le ponctue? Bon, déjà, sur des phrases e-muet, pas e-muet. Ça, c'est important. On peut élider, et puis des fois, c'est compliqué. C'était une terrible catastrophe. Le terrible, parce qu'il y a K derrière. Si on dit c'était une terrible catastrophe. Donc, repérer ces E, et puis repérer les E muets, les élisions et tout ça. Une autre chose aussi, c'est qu'il y a certaines phrases qui sont construites de telle façon qu'elles sont décomposées en groupes de mots qui ne peuvent pas être séparés les uns des autres. Alors moi j'ai une petite combine, quand je sais que j'ai une petite litanie qui arrive, je la souligne. Et ça veut dire que tout ça doit être dit d'une seule traite. Et c'est très important. Et par contre, quand j'ai des pauses, pouf, je fais un slash, là, une petite barre, et quand c'est une grosse pause, je fais un dièse. Et quand j'ai d'une ligne à l'autre, ce qu'on appelle en poésie un enjambement, j'ai ma petite flèche en disant « Oh là là, surtout t'arrêtes pas en fin de ligne parce que il faut aller jusqu'au bout ». Cette ponctuation-là, elle va vraiment aider à instaurer une atmosphère. Là, c'est assez magique, c'est assez poétique. Par exemple, il y a un passage qui se termine sur les fêtes, la vielle qui faisait danser les mariés, et tout ça. Ça, c'est festif. Et tout de suite après, il y a « mais elle ne joue plus, elle est abandonnée » et tout ça. Et là, ce passage-là, on peut le faire sentir par du rythme. Où tout d'un coup, on dit les villageois, on s'imagine les fêtes, les cotillons, les flonflons, l'orchestre, les garçons qui invitent les filles, voilà, et on s'imagine la scène, et on va même au-delà de ce qu'on nous dit. Et ça, pour aller au-delà de ce qu'on nous dit, il faut laisser le temps. Donc cette espèce de petite cuisine permanente en lecture, il ne faut pas laisser trop le temps non plus, parce que sinon, là, plouf, le soufflet va retomber. Mais donc, on a instauré, par exemple, cette atmosphère de fête, et là, on arrive tout d'un coup, poum. Mais la vielle, elle a cessé de fonctionner. Là, elle est abandonnée sur un établi, plus personne ne l'entend, hop. Donc ça, c'est plus grave, c'est plus triste, c'est nostalgique. Donc là, on peut prendre son temps, on peut essayer de poser sa voix aussi. Il y a des niveaux de voix où on peut aller un peu davantage
dans les graves, d'autres instants où on peut prendre une voix plus légère. Ça aide à moduler. Et moduler en lecture, c'est aussi essentiel. Moduler sur les rythmes, moduler sur les hauteurs de voix, moduler aussi sur la puissance de la voix. Sur un moment plus confidentiel, on peut... Alors, évidemment, il faut toujours prendre une notion de l'espace, mais là, on est entre nous, sur quelque chose de plus confidentiel, on peut justement baisser la voix pour attirer l'attention des gens, comme si on leur disait un secret. Et puis tout à coup, on passe à autre chose, et là, on peut monter le ton, parce que la situation s'y prête. Et puis après, retomber à un niveau normal, mais peut-être avec des accélérations de rythme, parce qu'on va pas quand même traîner en route. Donc tout ça, c'est de la musique. C'est de la musique, le passage. Et puis, moi, une chose à laquelle je tiens énormément, et qui n'est absolument pas en rapport avec votre lecture. Quand Hugo dit lire haut, c'est s'assurer soi-même de sa lecture, ça veut dire aussi que lire haut, c'est prendre parti. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Vous trouverez plein de comédiens qui vous diront non. Là, le phénomène du livre audio qui était stagnant pendant des années et des années est parti en flèche. Avant les confinements, hein, donc c'est parce qu'il est sorti du ghetto des non-voyants, parce que des grands comédiens, les Lucchini, les machins et tout ça, ont commencé à enregistrer des livres audio, et en fait on achetait davantage l'acteur que le texte. Mais c'est très bien. Mais donc c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, et donc beaucoup de comédiens font du livre audio. Et donc il y a des congrès, il y a des débats et tout ça, et revient souvent sur la table, est-ce qu'il faut prendre parti? Et il y a des comédiens, et pas des moindres, qui disent non, moi je lis le texte, et puis l'auditeur, c'est lui qui se fait sa sauce. Ça se respecte. Mais moi je pense que à partir du moment où on a décidé d'être le passeur d'un auteur à un auditeur, il faut se donner tous les atouts. Alors après, ça peut prêter à polémique, en disant, oui, mais enfin, il a dit ce texte d'une manière quand même un peu au second degré, alors que ça n'est pas du tout. Tant mieux, parce que peut-être qu'un jour, un autre acteur va enregistrer le même texte, et les gens disent, ah oui, là, je comprends. Là, oui, là, il respecte Flaubert, alors que l'autre, là, non, sa Madame Bovary, j'étais pas d'accord avec son point de vue. Or, je n'en démords pas, prendre parti, c'est essentiel dans l'interprétation. Il faut s'engager. Il faut s'engager au théâtre. On ne peut pas venir jouer l'avare en disant hors d'ici tout à l'heure et qu'on ne réplique pas, allons maître Juré-Filou, l'étal de chez moi, Brigitte de Potin. Non, c'est pas possible. Bon, en lecture, alors on n'est pas au théâtre, on n'est pas en costume, on ne bouge pas, mais il faut rendre un texte vivant. Et une des façons de le rendre vivant, c'est de s'impliquer. C'est là, en ce moment, je suis beaucoup dans Hugo. Je viens d'enregistrer pour Gallimard les Contemplations. Dans les Contemplations, il y a des merveilles. Je pense à un texte qui est tiré il est énorme, il est très très long, qui s'appelle Mélancolia. Et il y a un passage où Hugo dénonce le travail qu'on impose aux enfants. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ce texte-là, si on ne s'implique pas, c'est de la gnognotte. On ne peut pas ne pas s'impliquer. Quand Hugo écrit
Si je vous dis demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, mais je sais qu'il y en a. Mais moi, pour moi, c'est aberrant. Aberrant. Ouais, ce texte, j'aime bien le dire parce qu'on vient de dire autre chose, un autre texte, un autre poème, peut-être un truc en prose. Et puis, je vais attaquer en disant demain. Puis j'arrête. Alors les autres disent quoi, qu'est-ce qu'il y a demain? C'est à quelle heure? Dès l'aube. À l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Ben là, boum, on est dedans. Tout d'un coup, oui, on voit la tombe de Léopoldine. Quand Hugo écrit à Villequier et qu'il parle à Dieu, il accepte, il se soumet, mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi on lui a enlevé sa fille. Et c'est un texte bouleversant. Ben, un texte bouleversant, on ne peut pas le dire à plat. Donc il faut se commettre, comme on dit en anglais. Commitment, s'engager, se prendre parti, avec les risques que ça comporte. On peut se tromper, c'est pas grave de se tromper. Mais c'est... alors ça fait aussi partie du travail préparatoire. Comment je vais le dire, ça? Est-ce que je vais m'emballer ou c'est tellement terrible en soi dans le texte que... Alors ça aussi, il faut en tenir compte. Des fois, c'est tellement fort qu'il n'y a pas, comme dit Maxwell, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Parce que là, on est dans le... On est dans la redondance. Donc, voilà, c'est des ajustements, c'est le but essentiel restant toujours de servir. Servir l'auteur, servir le texte. Après, on a toute une boîte à outils avec plein de trucs. On peut sortir une clé de 12 ou un marteau ou une égoïne, ou au contraire une toute petite lime. Et ces outils qui sont à notre disposition, bah on les repère en disant oui, à ce moment-là, je vais mettre du 12. Et puis à ce moment-là, je mettrai du 6. Voilà. Bon, je m'embarque. Je m'emballe. Mais voilà. On écoute quelqu'un d'autre? S'il vous plaît. J'aurais voulu m'adresser à Jean-Louis. Parce que Jean-Louis, il lit à des enfants. Oui. Il ne lit sûrement pas comme il a lu ici, parce que nous, notre rôle aussi, c'est de faire passer de l'émotion avec un petit groupe d'enfants. Et s'il a choisi ce texte, c'est que ce texte lui parle à lui d'abord. Oui, bien sûr. Donc il a de l'émotion qu'il veut transmettre. Bien, et qu'il a parfaitement transmise. Bon. Mais je leur lis comme ça aux enfants. Ouais, oui, mais dans un petit groupe, c'est plus... Ils sont 6. Ça sent mieux, on va dire. Mais on sent l'émotion, on la sent. Oui. On la sent, c'est vécu, c'est imprégné, c'est habité, bien sûr. Bien sûr, mais c'est important de se laisser prendre aussi. Il ne faut pas se laisser déborder. Il ne faut pas se laisser déborder par l'émotion. Il faut toujours la dominer. On fait des métiers de truqueurs. Malheureusement, la sincérité totale est exceptionnelle au théâtre. C'est rarissime. Des fois, on se laisse dépasser. Des fois, on se laisse prendre, bien sûr. Mais généralement, c'est des moments très rares et qui sont en communion totale avec le public. C'est des moments, voilà, à part, exceptionnels. Sinon, le reste, c'est, pardon, c'est de la fabrication. On est des fabricants. Mais l'important, c'est de rester des artisans, pas des industriels. mais voilà. Et votre émotion, moi, je l'ai reçue. On l'entend. Je voulais préciser. C'est pas une critique. Non, c'est justement pour dire qu'on n'est pas dans des grands auteurs, on s'adresse à des enfants. Voilà, tout à fait. Et c'est un album, enfin, on lit un album à un enfant dans un contexte convivial et restreint, enfin, comment dire. Et je suis sûre que l'émotion, elle passe mieux avec 5-6 enfants autour. Et donc, non, mais, je vais compléter ta question. Oui, c'est que ce livre, au début, quand je l'ai découvert, j'ai commencé à le lire simplement. Comme ça, naturellement. Et à la première lecture, je me suis dit, ça ne marche pas. Parce que les enfants,
bougeait un peu. Donc je l'ai repris, j'ai pris le temps, j'ai mis des petites flèches. J'ai pas mis des stops, mais j'ai mis des flèches pour signaler que tu t'arrêtes pas, tu continues, au bout de la phrase, tu continues, au bout de la ligne, tu continues, tu t'arrêtes pas. Et donc, bon, les moments, disons, un peu plus, donc, quand on parle de la vielle, comment c'est déjà, un peu grinçante, oui, un peu... Oui. Alors ça, j'ai tout de suite réussi à bien faire passer quand elle était grinçante, quand elle était en flûte. Oui. Voilà. En essayant de chaque mot, de le dire un peu différemment, en fonction du mot par lui-même. Voilà. Bravo, parce que, pardon, l'énumération, ça aussi c'est une planche à savon dans des textes. Ouais. Alors comment est-ce qu'on peut s'en dépatouiller de ça? Une fois de plus, encore, le rythme. Le rythme. Et donc, pour terminer là sur le petit aparté que je faisais, lorsque je l'ai bien pris en main, on va dire, je lis dans une salle où il y a une moquette par terre, on met des petits coussins pour les espacer par rapport au Covid, ils ont leurs coussins, ils se mettent dessus. Et là, je leur dis, écoutez, il y a de très belles illustrations, mais je vais vous demander, vous mettez dans la position que vous voulez, sur le dos, sur le ventre, en boule, comme vous voulez, le coussin sous la tête si vous voulez, et vous fermez les yeux, et vous écoutez le texte. Et là, je leur lis comme je vous l'ai lu là, avec les petits défauts qu'il y a. Et les enfants, ils n'ont pas bougé. Bien sûr. Et ils ont écouté l'histoire jusqu'au bout. Et après, ils posaient des questions. Ouais. Et ben moi, je vais vous en poser une. Est-ce que ce texte, parfois, en fonction des enfants, de différentes sessions, vous l'adaptez, vous le changez, est-ce qu'il évolue, ou est-ce que vous le dites toujours de la même façon? Par exemple, là, je l'ai lu pour des un peu plus petits, donc je dis entre le CP et le CM2 et CM1 pour l'instant. Et lorsque c'est avec les plus petits, je le lis moins vite. Voilà. Oui. Justement, moi, je voulais te demander à quel public ça s'adressait, parce que c'est un texte qui est difficile quand même pour des petits. D'abord, ils ne savent pas ce que c'est qu'une vielle. Mais justement, il y a des mots, les questions, la vielle qui grince. je leur montre déjà avant, je leur montre un petit peu les illustrations. C'est compliqué quand même pour des petits, ça. Ceux qui ne savent pas ce qu'est une vielle, ils posent la question et je leur explique. Parce que une vielle, je leur explique comment fonctionne la vielle, les parties de la vielle. Puisqu'on la voit bien à un moment, on la voit très bien. Ouais, là, quand on la voit très bien ici, je leur montre, ils se rapprochent, je leur montre la manivelle, la roue, les cordes, les touches. Ouais. Et c'est pour ça que, un petit peu en lisant, je mime un petit peu en même temps pour que... Voilà. Je trouve ce qui serait très... il me semble ce qui serait très intéressant, après, avant, je ne sais pas comment, mais de leur faire écouter justement un petit morceau de vielle. Parce que c'est la vielle, les enfants ne savent pas ce que c'est. Hein. Il y en a, à part un dont le grand-père pouvait jouer de la vielle tout à fait de façon amateur, mais je trouve que c'est un texte qui est difficile. Parce que c'est très poétique, mais c'est quand même... Mais les enfants, on l'aime bien. Ah mais sûrement. Voilà. Sûrement, oui. Et ça amène une autre chose qui est aussi l'adaptation du lecteur. L'adaptation à son public, à l'âge de son public, l'adaptation à l'espace, qui est très très importante. On ne lit pas de la même façon devant 110 personnes ou devant beaucoup moins. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Tous les professeurs d'art dramatique, une des premières choses qu'ils nous disent, c'est « mais joue pour le dernier rang, pas pour le premier ». Bien sûr, ce qui donne d'ailleurs un peu au théâtre, parfois c'est outrance. Quand on filme le théâtre avec quelques caméras et tout ça, on privilégie, parce qu'on sait que ça va être, c'est ce qu'on appelle une captation, ça va passer à la télévision et tout. Les acteurs, tout d'un coup, ils rétropédalent, mais quand ils sont devant une salle, peut-être parfois un peu bruyante, ou etc., comme on dit dans notre métier, ils envoient du bois. Ben oui, parce que
le dernier rang, il a payé sa place aussi et il a droit au spectacle. Et donc, ce qui peut aussi amener des outrances de jeu. Le théâtre, c'est pas le cinéma. Le cinéma, on a la caméra sous le nez et on a un micro-cravate et on peut parler comme ça, il n'y a pas de problème. Le théâtre, c'est foutu. Donc, s'adapter et adapter, une fois de plus, sa voix, son rythme, n'oublie pas le pain. Et n'oublie pas le pain. N'oublie pas le pain! Là, on a non seulement 3 niveaux, mais on a 3 articulations différentes. Et donc, l'adaptation à l'espace, elle est très, très importante. « 1990. Je révise le bac comme on prépare une campagne militaire, car je n'ai pas le droit d'échouer. Je pars à l'aube, après avoir fait les ménages avec vendredi, et je rentre au crépuscule pour m'occuper de la maison. Pendant le ramadan, je reste au lycée à l'heure du déjeuner. La vie commence à devenir sympathique, depuis que je ne demande plus rien à Allah, Zeus, Moïse et compagnie. Je suis un agent double. Je mens à vendredi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même quand il s'agit de destin. Je l'écris dans mon cahier de citations. Ma mère m'aide. Elle me laisse boire du café, réviser la nuit, m'achète des stabilos de toutes les couleurs pour surligner les fiches Bristol qu'elle manipule avec contentement. Bien rangées, bien colorées, en quantité impressionnante, les fiches attestent de la bonne conduite des événements. Le quotidien reste infernal, mais on prend soin de l'exceptionnel. La fille de vendredi passe le baccalauréat et c'est la première de sa lignée. Je deviens redoutable en anticipation et en duplicité. Je suis devenue ma propre promesse. Je me rappelle mes 12 ans, le jour où j'ai bouffé des pâtes par les narines. Ce jour où j'ai avoué mes malheurs de Sophie à Madame Terriva. Ce jour où Madame Terriva s'était foutue de la gueule de la comtesse de Ségur et m'avait conseillé de manger de la viande. Je me rappelle quand on a pris ma gorge pour une serpillière à essorer. Quand je me suis vue mourir, je le sais, mes tables de multiplication avaient défilé devant mes yeux. C'est le lendemain que je me suis promis de quitter l'impasse Verlaine. Ce jour-là, le 16 novembre 1985, au journal de TF1, Homera Sanchez, 13 ans, s'enfonçait dans la boue colombienne. Homera agonisait devant le monde et s'en était fini de ses douleurs. Ses yeux noirs, ses boucles brunes et ses mots d'amour me ressemblaient tellement que j'avais écrit un poème où je jurais qu'elle ne mourrait pas une seconde fois. À la télévision, Jean-Claude Bourret prophétisait que l'image serait gravée dans nos mémoires. Dans l'encoignure de la porte du salon, j'observais Vendredi qui pleurait sur la petite fille morte dans la boue. Ses larmes coulaient sur le masque de crème Nivea. Quand elle m'avait aperçue, elle m'avait tendu les bras. J'avais peur. Je m'étais approchée sans conviction. Sur Antenne 2, au même moment, Bruno Mazur expliquait que la pauvreté tue et qu'Homera Sanchez était courageuse. Sur la première chaîne, Jean-Claude Bourret regrettait l'incompétence des sauveteurs. Vendredi m'avait prise dans ses bras et j'avais senti s'étaler de la crème Nivea sur les ombres bleuies de mon visage et de mon cou essoré la veille. Ma fille, des fois, je suis dure, des fois, je suis douce. Pas faux. À 12 ans, je compte sur la solitude et le hasard qui permettent de s'échapper et de vivre avant la mort. On ne survit que par soi-même. Vendredi a posé sa main
sur ma tête. Le 5 juillet 1991, j'ai 18 ans et il fait beau devant le lycée de Montferrand. Je m'approche des listes punaisées au mur. Nerveuse, je caresse le petit creux que j'ai au milieu du front. Et je pense à vendredi, à la petite colombienne qui me tient la main depuis 6 ans. Je pense à mon père qui un jour, chargé d'une fureur soufflée par vendredi, s'était saisi du marteau pour me faire rentrer quelque chose dans la tête. Après avoir essuyé ma mort, ma mère m'avait assis sur le tabouret tam-tam en plastique orange. Dans la lumière blanche de la salle de bain, elle avait lavé la plaie qui descendait sur mon front, l'avait désinfectée et avait posé une compresse stérile sur ma tête. Elle avait eu soin de me bander le crâne avec un foulard aux couleurs chatoyantes. La tendresse. Ma mère l'apprenait en soignant sa fille, ou la voisine Marie-Jeanne, que son compagnon venait de défigurer. En ce début juillet 1991, oui, je frôle le léger renfoncement de mon crâne. Je me souviens des douceurs de ma mère et j'en remercie secrètement la brutalité de ma vie. J'ai mon bac et je cours vers le bâtiment 31. Vendredi, décide de faire un couscous. Autour de la table, mes professeurs ont accepté de porter des robes berbères et leurs joues sont gonflées de semoule. Vendredi est fière. Elle rit de la victoire de sa fille. Les yeux baissés, noyés dans le plat, j'ai la tristesse grosse de celle qui va trahir. Je ne peux pas lui dire que ce bac, je l'ai aussi obtenu pour la fuir. Le texte est très très bien, hein. C'est très intéressant. Et ben, là, voilà une lecture engagée, vraiment qui prend parti, parce que le ton du texte est déjà parfois un peu désabusé, un peu ironique, un peu en deçà des choses, et donc vous voulez accaparer et vous nous l'avez transmis. Donc la boucle est bouclée. Et donc c'est bien parce que, une fois de plus, on a des modulations dans le rythme, on a tout d'un coup un mot qui va être mis en valeur. Alors, il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est justement quand parfois, c'est pas le cas là, hein, c'est parfois on veut mettre quelque chose en avant. Or, d'expérience, et les professeurs d'art dramatique, enfin les bons en tous les cas, disent souvent que l'idée d'une phrase, elle n'est pas dans un mot qui est au milieu de la phrase. Par exemple, quand on écoute des séries françaises, on entend souvent « Je ne veux pas entendre parler de ça ». Le pas, on s'en fout. L'idée, c'est que, bon, l'idée, elle est dans la phrase. Et l'idée, elle vient au bout de la phrase. « Je ne veux pas entendre parler de ça ». Là, c'est quand même plus juste par rapport à la vie quotidienne. Or, quand même, là, on est dans le jeu. Mais la lecture, c'est du jeu. Hein. Le jeu, le bon jeu, ça doit être quand même un reflet de la vie quotidienne, sinon on n'y croit pas. Alors il est vrai que la publicité, les mauvais doublages de soap ou de trucs comme ça, font qu'on arrive à un nouveau ton de jeu. Au lieu de dire, moi je fais de la publicité, et des fois il y a le client qui est là, qui veut que son produit soit vendu, et je tombe sur une phrase du message qui est « Pourquoi payer plus cher ?» Bon, ben oui, la question elle est posée, c'est pas compliqué à dire. Et j'ai le client qui dit « Oui, c'est bien et tout, mais vous pourriez pas dire « Pourquoi payer plus cher ?»
Et je lui réponds, non, je peux pas. Mais pourquoi implique un point d'interrogation alors que là, c'est pas le cas? Mais oui, mais maintenant, il y a des tons qui sont imposés dans certains domaines. Je ne sais pas si vous écoutez aussi, bien sûr, les commentaires des reportages des actualités télévisées. Mais c'est absolument inaudible. Et soudain, c'est le drame. Et soudain, c'est le drame. Voilà. Où est-ce qu'on leur a appris à parler, à commenter? Alors, oui, je parlais des doublages de séries américaines. Bon, alors, je vais plaider pour les acteurs. Hein, j'en ai fait partie aussi des Feux de l'amour, des trucs comme ça. Mais bon, d'abord, on travaille à la chaîne. Il faut faire un épisode, que dis-je, 6 épisodes en 2 jours, donc, et c'est tourné comme ça aussi, donc c'est mal traduit, c'est machin, et puis parce que on a des contraintes de synchronisme, et des fois, enfin quand même on essaye de faire mieux que ça, mais un acteur qui craint qu'il va être trop court, c'est-à-dire que sa phrase française va s'arrêter avant l'image américaine, il va donner un coup de patin. Donc c'est le jour-là que je l'ai rencontré. On appelle ça dans le métier tirer les bœufs. Oui, mais ça, tout d'un coup, incidemment, insidieusement, ça fait entrer dans l'oreille collective une façon de parler qui n'est plus naturelle, comme De Gaulle. De Gaulle, c'est quand même extraordinaire. Le français est une langue qui est accentuée à la différence de l'anglais, de l'espagnol et tout ça, sur la dernière syllabe. Liberté, égalité, fraternité. De Gaulle est arrivé, il a tout chamboulé, lui. C'est liberté, égalité, fraternité. Il accentuait les premières syllabes. Paris blessé. Ben oui. Paris outragé. C'est quand même extraordinaire. Il a révolutionné à une époque la diction de la langue française. Et curieusement, quand on entend les ministres de Gaulle de l'époque... Mais c'est ça, Malraux, il avait tonton dans l'oreille. Et c'est très marrant parce que les présidents changent, les ministres aussi, et très souvent, les ministres parlent comme leur président. Donc il y a une sorte d'osmose et il y a une évolution quand on écoute Oui, il y a une évolution, parce que c'est ça, quand on écoute les émissions radiophoniques des années 50, c'est extraordinaire. Et même 70, même maintenant quand on voit des reportages de 1970, c'est vraiment daté, quoi. Mais parce que j'ai parlé de ça avec des spécialistes du langage, et très curieusement, il s'est passé en un siècle ce qui s'était passé en 10 ou 15 000 ans, à savoir des évolutions physiologiques, pardon. Ah oui. Oui. C'était pas seulement les micros qui prenaient les trucs, mais les gens dans les années 30, 40 parlaient beaucoup plus dans le nez que maintenant. Et c'est très drôle, hein. Et des fois, on nous demande pour des doublages de films qui se passent à cette époque, d'essayer de reproduire ce ton-là, et c'est très particulier. Donc, évidemment, le français, enfin en tous les cas, l'articulation du français, l'intonation du français évolue, mais enfin, que ça ne nous amène pas à parler faux, à jouer faux. Quand ma boulangère l'autre jour m'a demandé « Vous la voulez pas trop cuite ?» J'ai dit « Mais il faut arrêter de regarder des séries télé !» Bon, elle sait elle sait ce que je fais. Mais j'ai dit « Vous regardez trop les Feux de l'amour !» C'est pas possible. Et petit à petit, et maintenant on nous demande de parler comme ça en pub et tout. C'est inaudible. Donc alors on se bat, mais c'est compliqué.
Donc oui, cette idée, elle est importante, c'est que très souvent, l'important de la phrase, il est sur un mot dans la phrase, mais il faut qu'on l'amène au bout. Et le mot, si on amène l'idée au bout de la phrase, le mot important y ressortira. Curieusement, le fameux, je sais pas, je ne veux pas entendre parler de ça. On comprend que l'idée c'est entendre, arrête, arrête. Mais je suis allé jusqu'au bout de la phrase, j'ai rendu l'idée, puisque l'idée est claire, les mots qui la désignent le sont aussi. Alors que c'est, si je ne veux pas, ou alors, sauf si on a vraiment une intention très précise, mais alors là il faut l'accentuer. Je ne veux pas entendre parler de ça. Alors là c'est très clair, c'est très net, c'est une autre intention. Mais très souvent, on accentue des mots qui n'ont pas besoin de l'être. L'important, c'est d'amener l'idée au bout. Et une fois de plus, ça devient ensuite plus intelligible pour quelqu'un qui ne connaît pas le texte. Et ça s'appelle Biaka Sauvé. C'est Adrienne Yabouza qui a écrit cet album. C'était où? C'était quand? C'était avant. Il faisait nuit et vide et rien du tout. On me l'a dit longtemps après. La nuit, le vide, le rien du tout pour moi, c'est parce que j'étais encore dans le ventre de ma maman. Et puis, je suis née, presque blanche, comme un flocon de neige ou de coton. Elle est là, elle est née, elle est arrivée. Mon père fut le premier à crier la bonne nouvelle à tous ceux du quartier. Quelques jours plus tard, ma mère me montra aux uns et aux autres. J'avais eu le temps de devenir toute noire, toute nue. Je ressemblais à toutes les autres. Heureusement, pour me distinguer, j'avais un nom, Biaka. Je me mis à téter. Je bus 1001 fois le lait blanc de maman, et encore 1001 fois, et plus. Puis, j'ai mangé la bouillie de poisson, beaucoup, et plus. Avant de marcher debout sur mes jambes, je me suis traînée dans la cour, comme un margouillard. Et j'ai marché, j'ai imité les grands, en mettant un pied devant l'autre. Un jour, je suis allée à l'école. J'avais des vraies chaussures, une jupe neuve et une chemise neuve. Tu es grande, tu es belle. Peut-être que tu ressembles à une lettre de l'alphabet, puisque c'est ton premier jour d'école, dit maman qui me tenait la main. Je suis allée en classe presque 2 années, en CP et en CE1. Puis, un jour, à cause des uns ou des autres, ce fut la guerre. La vraie guerre, méchante comme la guerre. On nous a attaqués, on a crié. Après, ni moi, ni mes sœurs, ni maman ne savions si nous étions encore vivantes. Papa n'était plus là. La guerre avait aussi tué mon école. On a couru derrière la frontière. Là, on a duré et duré. On a essayé de respirer pour vivre. La première, maman a réussi à s'envoler pour le monde blanc. Sauvée. Longtemps après, j'ai eu le droit de la rejoindre. Tard, le soir, je suis montée dans un gros avion. J'avais une grande étiquette en collier autour du cou. Une étiquette avec mon nom, Biaka. L'hôtesse me donna des jeux et à manger et à boire. Le lendemain matin,
en plein jour, j'arrivais au pays de la Tour Eiffel. J'étais dans le monde blanc, sauvée. J'étais dans le monde blanc, mais surprise, je n'étais pas devenue blanche. Dans mon nouveau quartier, il y avait une école bien vivante. Une école avec plus de 100 élèves blancs et 3 autres élèves tout noirs, tout nus, comme moi. Dans la classe, mon voisin m'a dit « Je m'appelle Jean, et toi ?» « Biaka. » C'est lui qui me fit découvrir l'océan qui était là, près de l'école. L'océan sans frontières. Très beau texte. C'est un beau bel album. Très très beau texte. Ouais, bravo. Oui. Voilà. Très beau. J'avais préparé un petit contrôle, mais finalement, Non, au contraire. et Oui, j'ai oui. jamais rien trouvé d'elle, j'ai regardé après. Ah bah oui, mais chapeau, c'est un très beau texte. Et alors en plus, je trouve que vous le servez très bien parce que là, une fois de plus, là il n'y a pas besoin d'en rajouter. Le texte, voilà. Et oui. Parce que sa voix se prête tout à fait à Oui. Étonnant texte, hein. C'est joli, hein. Ouais, c'est très très beau. C'est émouvant. Ouais. Alors il y a un truc qui m'a... Et bizarrement, voilà, par rapport à l'autre, je trouve que ça peut s'adresser à des petits, même à des petits. Alors que la vieille, j'aurais du mal avec les petits, tu vois. Oui, c'est peut-être une autre tranche d'âge. Parce que, bon, moi, alors que là, oui, il est tout petit. Et des petits, tu vois, ça, enfin, moi je trouve que ça passe Je bien. pensais à ça et puis je me disais, vu le contexte, avec ce qui tous les immigrés qui arrivent, sûr. ce qui se passe en Birmanie, en Ouais. Syrie, et je me disais, là je vais faire un centre de loisirs cet été, et je pense que, alors du coup je vais leur lire, mais je pense que même pour des grands de 10 ans, voilà, parce qu'ils comprennent quand même ce qui se passe plus, mais pour des petits Mais aussi. c'est très habilement Parce qu'il y a écrit, l'histoire hein. de l'école, Très habilement elle écrit. quitte son école et tout, ouais. Et puis c'est ça pas me- Paris, c'est le pays de la Tour Eiffel, Voilà. ou la c'est France. toujours, Voilà, c'est écrit à la place de l'enfant, c'est le regard de Et l'enfant. c'est pas triste, hein. Non. Non, puis Pas du tout. On part sur, après, ça s'arrête sur une note d'espoir, justement, donc c'est pas lugubre du tout. Hein, ouais, c'est un beau. Alors, j'ai juste une question technique, Ouais. là. Vous avez choisi à certains endroits de faire des liaisons et à d'autres pas. C'est volontaire ou Non, c'est pas. ça vient comme Comme ça. vous avez longtemps après. Alors ça c'est toujours un problème. Les liaisons, c'est vraiment une histoire d'affaire, une affaire personnelle. C'est comme on le sent. Ouais. Parce qu'après vous êtes, je suis monté dans un gros avion. Ah oui, alors là, oui, j'ai 18, j'ai pas fait la C'est pas grave parce que ça peut être aussi. Mais non, mais au contraire, je le sais bien parce que... Non mais ça peut être aussi. C'est plausible dans. C'est l'enfant qui parle. Voilà, c'est plausible pour un enfant. Oui, l'enfant qui Mais ça m'a parle. fait C'est la bizarre quand petite. je Non, Non mais c'est tout à fait Je trouve que c'est plausible. très bien, au contraire, parce que c'est la petite qui le dit, ça. Oui, Et donc, moi, ça me gêne pas du tout. Donc, oui, mais voilà. Alors, par exemple, des fois, moi, je prépare des textes et puis je me dis, je la fais pas. Alors, des fois, ça peut paraître empoulé. Bon, il y en a qui tombent sous le sens. Il est arrivé, on va pas dire il est. Sauf si, alors si le niveau de langue du texte l'exige. À quelle heure il est arrivé? Oh, il est arrivé à 3 heures. Oui. Sinon, s'il n'y a pas une connotation de niveau de langue, après, c'est un peu une appréciation personnelle. Mais, par exemple, moi, je peux avoir 3 liaisons possibles qui se suivent, et je vais en faire qu'une. Parce que je me la lis dans la tête, ou des fois, je lis tout simplement tout haut, et je me dis, non, 3, ça va faire trop, c'est pas possible. Ah oui. Donc, voilà. Donc oui, mais c'est toujours, mais c'est de la cuisine, hein, aussi. Hein, ah, ouais, un petit peu de, voilà. Donc, mais c'est un très beau texte. Hein, vraiment. Il y en a encore un, je crois. Sais-tu que tu ne dois pas tout savoir?
Tu es haut comme 3 pommes, ou 4, et déjà on te dit que tu devras apprendre plein de choses. Mais qu'est-ce qu'il est vraiment important de savoir à ton âge? Peut-être pas des additions compliquées ou de grands mots difficiles à prononcer. Voici plein de suggestions. À toi de voir. Mais voilà ce que j'aimerais te dire. J'aimerais te dire que dans la vie, tu rencontreras plus de gentils que de méchants. Que chaque saison a sa magie. Les couleurs de l'automne, les montagnes blanches hivernales, les bourgeons du printemps et la langueur estivale. Chaque moment t'apportera son lot de surprises et de rires. J'aimerais te dire que tu as raison de prendre du temps pour observer les papillons et les crapauds, les pissenlits et les graffitis. Que les différences de chacun font le sel de l'existence. Si tout était comme chez toi, ce serait vite lassant. Que demander pardon si tu penses avoir blessé quelqu'un, ça fait du bien à l'autre, mais aussi et surtout à toi. Que parfois, nous les adultes, nous oublions que tu ne dois pas encore tout savoir. Il est alors important que tu nous dises de lâcher la pression. Tout le monde peut se tromper, les tout petits comme les très grands, et la terre continuera de tourner quand même. J'aimerais te dire qu'avoir peur, c'est normal. Tout le monde a peur, même les super-héros. Qu'il est inutile d'essayer de compter les étoiles dans le ciel. L'important, c'est de voir comme elles sont belles. Et que, même si au-dessus de ton nez, le soleil est caché, il brille toujours quelque part et te rendra visite à nouveau bientôt. J'aimerais te dire que parler de ce que tu ressens, ça fait du bien. Même quand les mots se bousculent pour sortir ou tentent de se cacher dans un coin de ton cœur. Les grands non plus ne savent pas toujours nommer leurs émotions. D'ailleurs, tu peux leur en apprendre beaucoup à ce propos. J'aimerais te dire que dessiner, c'est amusant. Peu importe que tu exposes dans un musée ou sur un réfrigérateur, et qu'il est agréable de jouer au ballon même sans marquer plein de buts, ou de danser même sans faire des pointes. Dis-le aux adultes quand ils l'oublient. J'aimerais te dire qu'il te reste beaucoup de choses à apprendre, et c'est ça qui est chouette. Que ta vie est une belle grande toile que tu colores à ta façon chaque jour. Comme il te reste beaucoup de blanc à remplir, c'est merveilleux. J'aimerais te dire que le fait d'avoir du mal à lasser tes chaussures aujourd'hui ne t'empêchera pas d'aller aussi loin que tu le désires. Que tu as le droit de croire en la magie et en tes rêves toute ta vie. Que les gens qui t'entourent t'aiment pour toujours, sans aucune condition. Et qu'ils sont fiers de toi aussi. Mais le plus important, c'est que toi, tu le sois. Enfin, si tu n'as qu'une chose à retenir de tout ça, j'aimerais que ce soit ceci. Ta mission dans la vie, c'est de faire ce qui te rend heureux, tout simplement. Tu es une personne vraiment fantastique. Le sais-tu? Super. Je trouve qu'on attend beaucoup des enfants et juste leur dire... Ah bah là c'est un joli texte d'amour pour les enfants. Et je trouve, enfin moi quand je leur lis, quand on dit on a une intention, l'intention que j'y mets c'est de les considérer. Bien sûr, bien sûr. Voilà, parce que je me dis, c'est des petits, mais un petit est un petit individu et qui a une grande importance. Et c'est de leur accorder que, je trouve qu'aujourd'hui on est très exigeant avec eux. Voilà, il faut toujours faire, il faut toujours réussir, il faut en faire beaucoup. Ben non.
Mais vous avez bien raison. Non, mais c'est très très bien ça. Vous avez bien raison. Alors là, ben oui, il y avait... bon, il y a du Kipling, And You'll Be a Man, My Son, et tout ça. Il y a une anaphore hollandaise, non pas batave, mais moi président, là c'est j'aimerais te dire. Quand on a ce type de procédé, on en tient compte ou pas. Vous n'en avez pas tenu compte, ça ne m'a pas gêné une seconde. Parce que le côté litanique revient. Alors, on pourrait aussi s'en servir. C'est, une fois de plus, si on veut poursuivre la métaphore de la cuisine, c'est est-ce que je rajoute un petit peu de piment d'Espelette? Oh, non, il n'y a pas besoin. Voilà. Ça, c'est vraiment... il faut se fier aussi à son instinct. Et ça, c'est important. D'une manière générale, il faut bien faire attention de soutenir les fins de phrase. On a souvent tendance à laisser retomber un peu la voix quand on arrive à la fin. Et donc, c'est du même principe que j'évoquais il y a 2 minutes sur l'idée qui est à la fin de la phrase. Mais si on applique ce principe, parce que très souvent on oublie de le faire et beaucoup d'acteurs, on ne comprend pas, d'abord parce qu'ils n'articulent pas, et puis très souvent c'est parce qu'on n'a pas vu. Hein? Ah bah oui, mais parce que la fin de la phrase elle est mangée. Or, une fois de plus, si on va jusqu'au bout de la phrase, on comprend tout. Voilà. Et puis, il y a un truc, et ça c'est complètement optionnel, mais quand vous dites « j'aimerais te dire que tu peux regarder, je sais pas quoi, nanana, les pissenlits, et puis après, il y a « et les graffitis ». Et donc là, on est sur 3 choses qui sont la nature et tout ça, et là on passe à un autre domaine. On peut s'en amuser, c'est une possibilité. Tu peux regarder les escargots, les marguerites, les pissenlits et les graffitis, qui va amener une petite couleur. Oui, on n'est pas obligé d'aimer que des trucs naturels, on peut aussi s'émerveiller d'autres choses, et donc le mettre en valeur ou pas. Si on ne le met pas en valeur, c'est aussi une piste de jeu. Parce que si on dit, tu peux regarder les coccinelles, les marguerites, les pissenlits, les graffitis, si on met les graffitis sur le même niveau, ça veut dire que c'est aussi digne d'intérêt que les pissenlits et tout. Donc vous voyez, il y a toujours des pistes, c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que, par exemple, un soir selon l'humeur, on va le jouer comme ça. Tu peux observer les escargots, les marguerites, les pissenlits, les graffitis, j'aimerais te dire, voilà, et puis le lendemain, le faire autrement. Les deux sont valables. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est sans fin. Il y a une chose dont je parle souvent. Pour moi, un texte, un rôle au théâtre, m'évoque toujours l'image de ces skieurs, ces slalomeurs, qui sont dans la cabane en haut, qui savent qu'ils vont passer, il y a encore 2 concurrents devant eux, ils sont assis avec leur ski à côté, ils ont la tête fermée et ils font leur parcours dans la tête, ils le connaissent par cœur. Un texte, un rôle au théâtre, c'est un parcours de slalom. On sait que si on renverse un piquet, c'est pas éliminatoire. Si on le chevauche, c'est foutu. On est sorti du texte, on est sorti du personnage. Mais on a le parcours. Après, rien ne nous empêche de prendre les portes larges, beaucoup plus larges. Alors on fera un temps plus long. On va peut-être pas gagner, mais c'est pas grave. Ou alors on peut, comme font la plupart, tutoyer tous les poteaux, toutes les portes et tout ça. Les 2 skieurs auront fait le même parcours.
un comédien par rapport à un rôle, il a, bon, oui, le rôle est là, le personnage est là. Il ne faut pas qu'on joue contre le personnage, il ne faut pas qu'on lise contre le texte, parce que là, c'est éliminatoire, à mon avis. Mais en revanche, prendre des libertés, si vous vous amusez sur un texte, les gens qui vous écoutent, ils s'amuseront. Pratiquement tout le temps. Et ça, c'est la notion de plaisir. C'est pour ça que moi, j'ai commencé cet échange par vous dire bravo et toute l'admiration. C'est que c'est ça qui est important. C'est de susciter des émotions qui seront partagées. Un acteur qui se fait tout seul plaisir, ça n'a pas d'intérêt. Un acteur qui va faire en sorte que ce qu'il a aimé dans son personnage, ce qu'il a aimé dans ce texte, ce qu'il a ému dans ce texte et qui le fait passer, pour moi, c'est quelque chose de... On est dans le rite, on est dans le divin quasiment. On est dans le partage total. C'est comme, pour moi, la scène, ça a toujours été c'est un hôtel pour moi. Ça n'intéresse personne, je ne suis pas du tout croyant. Mais je crois en certaines choses. Et pour moi, ces espaces-là, ces échanges, si on remonte à la Grèce antique, évidemment que ça avait une valeur, un message religieux, une portée religieuse, la catharsis, etc., etc. Mais je pense que s'exprimer devant des gens pour leur transmettre quelque chose est une des bases essentielles de la relation humaine. Bon. Mais c'est partagé. Hein. Ouais. C'est partagé parce que quand vous dites cette émotion, et moi c'est ce que je perçois dans cette lecture à voix haute, c'est que en fait pour moi c'est comme une respiration, dans le sens où on fait à un moment vous aviez dit, c'est aussi s'assurer de sa propre lecture. Ouais, c'est-à-dire que pour moi... Non mais voilà, vous avez dit... Mais pour moi, c'est assimilable à une respiration, c'est que... voilà, ce que je pense, c'est que quand je lis, c'est l'inspire, et je m'isole du monde, et je me nourris de quelque chose. Ensuite, en fonction de chacun, ce texte, je vais forcément l'intégrer avec qui je suis. Et ensuite, il y a l'expire qui est le retour au monde. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est l'intériorité, puis après c'est l'extériorité parce que je redonne, mais je redonne avec qui je suis. Et donc, je l'ai teinté de moi, c'est-à-dire de ma couleur et de mes émotions. Et ce temps de partage de lecture avec les enfants, mais c'est ça que je partage. Et c'est ce que vous venez de dire, c'est que l'émotion que moi j'ai ressentie, à ma propre lecture, à mon inspire, et à mon expire, je le redonne. Absolument. Et donc, il y a ce partage. Et on le sent. Enfin, on le sent. Nous, je crois qu'on est tous avec des enfants. Et ça, c'est... Et à un moment, vous disiez quelque chose du divin, et oui, on peut le mettre comme quelque chose de sacré, et non, mais de magique. Oui. Et de rituel. Magique, parce que c'est là où je me dis que c'est là qu'on offre. Bien sûr. Voilà. Oui. Enfin, c'est comme ça que je le fais, quoi. Et puis se dire surtout que même si devant, 10, 15, 20 enfants, il y en a un qui va rentrer et qui va ouvrir un livre. Le nombre de vocations qui sont parties sur un détail. Ah oui. Et ça, je crois que quand on dit on donne, mais là pour le coup, ça c'est ce qu'on reçoit. Ouais. Parce que franchement, quand on est sur des petits groupes de 6 et puis qu'on lit ça toute l'année, enfin moi là je sors de février à maintenant d'une expérience avec une classe de CP. Mais c'est formidable. Et ces enfants, effectivement, on pourrait vous en raconter plein de petites situations comme ça, où ils sont trop contents. Je le voudrais ce livre pour le lire chez moi. Oui. Et ben c'est gagné, c'est gagné. Et ça, enfin, j'adore quoi. La différence de comportement qu'ils ont en classe quand c'est des enfants qui sont turbulents, qui sont des enfants à problème, des enfants et le comportement qu'ils ont avec nous.
où on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans le... Et les enfants qui ressortent, tu pourrais me conseiller un livre, j'aimerais bien. Mais ça, c'est voilà. Avec des enfants qui sont des véritables polissons en bien classe, sûr. quoi. Mais c'est Oui. Quand on fait le retour, c'est pas cela qu'il faut attendre. Quand on fait le retour aux gens qui les ont vraiment en charge scolairement, ils vous ont et dit du ça coup, oui, bon. mais alors justement, moi je suis intervenue une seule année dans une classe, bon cette année ça s'est pas fait, et en fait ils veulent bien qu'on revienne parce que ça leur ouvre des portes, parce qu'ils voient plus les enfants forcément de la même façon. Ouais. Ils s'aperçoivent que avec lire et faire lire, et ben il y a des enfants qui sont pas pareil, parce que je pense qu'on leur offre cet espace, on leur offre ce temps. Ce qu'ils veulent, parce qu'effectivement, nous, on n'a pas de rôle d'enseignement, c'est pas pédagogique, on n'apprend pas à lire, on n'apprend pas la lecture, on partage un plaisir de lire. Moi, je leur dis clairement, je dis, vous savez, moi, les livres que je vous lis, c'est parce que je les aime. Et après, ce qui est bien parce aussi, qu'ils sont au programme. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est quand on peut échanger, quand on a un petit temps pour échanger après. Est-ce que vous l'avez aimé? Alors, il y en a plein qui ont aimé, qui n'ont pas aimé. Alors, les dessins, mais moi, j'aurais pas fait comme ça. Moi, j'aurais dessiné ici, moi, j'aurais dessiné ça, et j'aurais fait en vert, et ça, mais c'est justement, alors ça, tu te dis peut-être que ça crée des vocations. Mais évidemment. Mais on ne sait pas, peut-être que le gosse... oui, mais moi, je ne sais pas dessiner. Mais forcément que si, tu sais dessiner. Mais forcément que tu sais dessiner. Je pense qu'aussi qu'à ce moment-là, ils se sentent libres. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'attente. Oui. On n'a pas d'attente, on n'a pas de jugement, donc, on n'a pas de... Voilà. Bien sûr que c'est déclencheur. C'est offert, et c'est offert, et voilà, et c'est tout. Ah ouais, non, c'est vraiment... Et finalement, c'est très égoïste de notre part après. Sans doute, mais après... Ouais, mais après... Non, mais on se fait finalement... plaisir, le plaisir d'offrir. c'est ça. Oui, mais bien sûr que c'est essentiel. C'est essentiel pour ces vocations inconnues et qui vont tout d'un coup se révéler. Alors après, c'est moins visible chez les tout-petits, quoi, parce que les tout petits... Oui, ce qu'on appelle tout. Voilà, non, moi je parlais d'exemple de CP. Mais à l'école élémentaire, c'est bien. Voilà, ils ont une réflexion, ils ont les tout petits. Et alors, ce qui est très drôle aussi, et ça, à nous aussi, peut-être de doser par rapport à ça. Enfin, moi, c'est cette expérience toute récente en classe de CP, c'est que c'est le moment où eux commencent à lire. Ah ouais. Alors ça c'est une autre magie. Parce que nous, on est là juste pour leur lire. Mais alors, je peux lire. Oui, je peux lire. Et alors, les voir, s'approprier le truc, ça, c'est magique, vraiment. Ouais. Parce que du coup, ils se posent même plus la question de s'ils lisent pas, ils y sont, et puis ça y est, ça démarre, ça y est, ils ont le pied à l'étrier, et ils filent. Bah oui. Donc, et pourtant, on leur apprend pas à lire. Mais là, ils ont ce plaisir qui est aussi sans performance. C'est pour ça que j'adore ce petit bouquin à leur lire, parce que du coup, il n'y a pas de performance, il n'y a pas d'attente, on lasse pas ses chaussures aujourd'hui, on ira loin demain, et on s'en fout. Et je trouve que voilà, c'est tellement d'ouverture. Très bien aussi. Ouais. Je m'enflamme. Mais il faut s'enflammer. Oui, pour compléter un petit peu, avec les un peu plus grands, pas avec les CP ou les grandes sections, mais avec les un peu plus grands, même s'il y a des illustrations, j'essaye de leur demander d'écouter sans que je leur montre les illustrations. Ouais. Je leur dis, écoutez, faites marcher votre imaginaire et après je vous montrerai. Parce que vous n'allez peut-être pas voir automatiquement le personnage, peut-être pas habillé de la même façon, le lieu pas de la même façon. Vous aurez chacun vous allez vous approprier un espace ou un personnage d'une façon différente. Et ça marche super. Et comme j'ai un pupitre, je fais un peu de musique, j'utilise une façon de lire, c'est-à-dire que je mets le pupitre devant moi, pas avec le Covid actuellement, je mets le livre et les enfants se mettent autour de moi. Ils ont le livre en même temps que moi devant eux. Et alors, volontairement, je suis un peu taquin, mais je ne fais pas forcément exprès. Des fois, ou un, des fois, bon, il y a un mot qui sonne. Il y en a toujours un, tu t'es trompé là, t'as vu. Parce qu'ils lisent en même temps.
Ils ne cessent pas. Non, ils sont là, ils ne peuvent pas s'empêcher. Et forcément, c'est formidable. S'il y a un article qui n'est pas le bon, un ou là. T'as vu, Jean-Louis, tu t'es trompé là. Et je ne fais pas exprès. Mais c'est génial, quoi. Et justement, je prends un jour, on dit, oh bah tiens, on a tous lu ce livre. Ah bah tiens, prends-le, dis-moi la première page. Des petites pages. Je dis, bon, eh ben moi je vais te le lire à ma façon. Ça sera un peu différent, qu'est-ce que t'en penses? Alors je lis, un peu avec une interprétation. Et alors je demande aux autres, ah ben, les autres, ah bah ouais, dis donc, hein, c'est drôlement mieux comme ça. Et j'ai dit, bah tu sais pas, tu vas reprendre le livre, et quand tu vas arriver chez toi, tu vas penser un petit peu comment je l'ai lu, et tu essayes de le lire un petit peu différemment de ce que tu as fait. Même si tu ne le dis pas comme moi, c'est pas grave. Et il y a du retour et ça marche. Et là, voilà, et puis les graines sont semées, elles poussent déjà. Voilà. Des fois au théâtre, on entend un rire d'enfant. Un rire d'enfant, mais libéré, tonitruant. Et on se dit, mais c'est pour lui qu'on joue. Ce soir, enfin, on joue pour tout le monde, parce qu'il y en a peut-être d'autres. Mais ne serait-ce que pour lui, pour ce rire-là. Oui, mais ça, c'est une activité magnifique, partagée. Oui. Je voulais simplement dire qu'il y a quand même une différence entre un comédien et ce qu'on fait nous. Non, alors, oui et non. Oui et non, oui, parce nous, que... On met de nous, on choisit nos textes selon notre cœur, enfin nos émotions, selon ce qu'on a envie de... Voilà. Un comédien, il interprète quelque chose. Alors, je pense qu'il y a une différence uniquement sur des détails techniques, des recettes, celles dont je vous ai parlé et tout. Bien sûr, on peut mieux placer sa voix, on peut surarticuler certaines choses, en mettre en valeur d'autres, ponctuer, rythmer, des silences, des souffles, etc., etc. Ok, ça va peaufiner la forme, mais le fond, il est le même. Moi, c'est celui-là qui m'intéresse, c'est celui-là qui m'émeut, parce que, bon, tes outils, ils sont pas terribles, eh ben, on va en acheter des neufs ou on va les réparer. Mais ce qui est important, c'est la démarche. Elle est d'autant plus respectable de votre part parce que c'est pas votre métier. C'est véritablement, c'est une vocation, c'est une passion, c'est un besoin d'apporter à l'autre. Et je trouve ça, oui, et je trouve ça magnifique parce que tous les jours on est inondé de nouvelles qui nous feraient désespérer de l'espèce humaine. Et puis tous les jours, on a aussi des lueurs d'espoir magnifiques. Et on se dit, on n'est pas foutu. Eh ben, je veux juste témoigner d'une magnifique lueur d'espoir, puisque je terminais cette période de lecture dans cette classe de CP ce matin. Et la maîtresse me dit, on finira un petit peu avant, parce que les enfants ont une surprise pour toi. Alors la surprise, elle était toute simple. Hein. C'était un petit mot roulé avec un scotch, comme un petit parchemin, où il y avait toutes les signatures, et c'était leur merci. Et des enfants du CP, une classe de 16 enfants, ils ont tous signé. Il y avait un petit mot, c'était bourré de fautes, c'était magnifique. Et c'était ces enfants qui disent « merci du fond du cœur ». Ah oui. Voilà. Bah oui, mais et puis ces enfants, peut-être ou peut-être pas, mais vraisemblablement, bah, ils achèteront des livres, ils iront chez leur libraire et pas chez Amazon, parce que c'est important. Ou à la bibliothèque, parce que moi je les encourage. Ou à la bibliothèque, évidemment. À la bibliothèque, parce que bien sûr. Vous savez, vous avez une carte, c'est gratuit, allez-y. Mais oui. Vous les ramènerez à la mais maison. Oui. Voilà. Mais franchement, enfin voilà, je trouve que c'est touchant, ces enfants qui disent merci du fond du cœur. Ça se dit, je sais pas, on dit aux gens, les enfants ils sont comme ci, ils sont comme ça, et puis là ils disent merci du fond du cœur.
mais parce qu'ils voient aussi qu'il n'y a pas de calcul derrière de votre part. Donc on est dans le bénévolat, celui qui veut bien. Je suis en train de spoiler le discours de... Bon. Ben, on sait tous ce que ça veut dire, bénévole, bénévolence. Mais bien sûr. Et ça, les actes gratuits, Gide, les actes gratuits, ça c'est une denrée rare. L'acte désintéressé. Pourquoi tu fais ça? Mais parce que j'ai envie. C'est aussi simple que ça. Ben oui. Mais pourquoi ça Bah oui, mais on ne fait jamais ça. Bah moi si. Et voilà. Et c'est parce qu'une fois de plus, ça peut paraître anodin, anecdotique, tout bête. Ah oui, je vais lire dans des classes. Non, c'est énorme. C'est énorme parce que autant on a tous eu des instituts extraordinaires qui ont su ce qu'on a, ces soldats de la République qui nous ont fait aimer une matière, qui tout d'un coup nous a fait découvrir une autre matière, et puis après ça a rebondi, etc., etc. Et moi je peux dire qu'il y a des profs qui m'ont sauvé, sans doute. Et puis il y en a qui auraient pu m'enfoncer la tête sous l'eau. Et que je me noie à jamais. Bon, toujours c'est pareil, mon grain de livret. Mais bon, eux, c'est leur métier, c'est une vocation, etc. Là, vous êtes dans l'acte gratuit. Et c'est ça, moi, qui, à la fois, m'émerveille, m'émeut, parce que c'est des gens que vous êtes l'espoir pour moi. Vraiment. Je m'émeus. Mais je le pense, hein, je suis très très sincère. Je suis très sincère parce que, voilà, il faut aimer les livres, il faut aimer ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent, les ouvertures d'esprit, les réflexions qu'ils provoquent. J'ajouterais aussi qu'il existe tellement de choses que nous, on a cette liberté de pouvoir leur présenter plein de choses différentes. Ouais. Et du coup, pour moi, c'est ça aussi, d'éveil et d'ouverture. Et du coup, là encore, comme vous dites, c'est pas calculé, c'est que on n'est pas là pour placer un produit, mais pour ouvrir. Et il y a tellement de variétés que on peut tout présenter. Bien sûr. Ouais. Après, ils en prendront ce qu'ils ont à en prendre, mais c'est aussi... J'aime bien aussi toute la variété qu'on peut proposer. Oui, puis le geste social que ça représente. Je vais encore vous ressortir Hugo, mais Hugo qui disait une bibliothèque qu'on ferme, c'est une prison qu'on ouvre. C'est le 19e siècle, on ne peut plus d'actualité, bien évidemment. C'est en parlant aux gens, en ne les enfermant pas dans des ghettos, dans des ghettos mentaux, et puis aussi physiques. Hein. Mais voilà, montrer que les portes ne sont pas toutes fermées, au contraire, et que c'est un moyen magnifique de s'en sortir. Bon. En tous les cas, je tiens à vous remercier de cet échange qui, comme je vous l'ai dit, me nourrit et m'enrichit. Vraiment. Merci beaucoup. Non. C'est pas une classe et c'est pas un master.